Lorsque la taxe professionnelle a été créée en France en 1975, cela correspond à l'apogée du modèle industriel français. On crée donc une fiscalité assise sur les salaires, sur la valeur ajoutée et sur les investissements. Mais dès qu'elle est créée, la taxe professionnelle correspond au moment où la production industrielle en France va baisser. Elle comprend donc dès son origine ces difficultés que nous avons rencontrées pendant quasiment 40 ans, puisqu'elle a été réformée 68 fois en 35 ans. Lorsqu'un impôt nécessite d'être modifié quasiment 2 fois par an pendant 35 ans, la question même de son existence se pose. La deuxième raison qui a prévalu à la disparition de la taxe professionnelle provenait du fait que l'État était devenu le premier contribuable de la taxe professionnelle. Il en payait plus de 40%. Donc lorsque vous avez un impôt qui est à destination du monde local et que dans le jeu collectivité locale, entreprise, l'État doit en payer 40%, se pose la question de la substitution plutôt que de la disparition de cet impôt. C'est ce qui a été décidé en 2009 et mis en place en 2010, où on a substitué à la taxe professionnelle une imposition qui est assise sur le foncier des entreprises, c'est la cotisation foncière entreprise, sur la valeur ajoutée des entreprises, plus une imposition sur les entreprises de réseau. La grosse nouveauté vient du fait que ce qui a remplacé la taxe professionnelle est perçu au niveau national et ensuite redistribué dans les collectivités locales. Donc, pour cette imposition liée au monde de l'entreprise, les collectivités locales ne maîtrisent plus le taux de la taxe professionnelle et c'est l'État qui le redistribue chaque année. Cette réforme profonde a eu un coût très important pour les finances publiques, en première année de l'ordre de 7 milliards d'euros. Une fois que l'on fait une réforme de cette ampleur, il faut s'interroger sur les gagnants et les perdants de cette réforme. Les premiers gagnants de cette réforme sont les entreprises industrielles de main-d'œuvre plutôt petites et moyennes. Deuxième grand gagnant de cette réforme, du côté des collectivités locales, c'est le bloc communal, c'est-à-dire l'ensemble constitué par les communes et les intercommunalités. Les deux perdants essentiels de cette réforme sont les entreprises qui préalablement étaient peu imposées sous l'ancienne taxe professionnelle, c'est-à-dire essentiellement les entreprises du milieu bancaire et du milieu des transports. Ça, c'est pour les entreprises. Et pour les collectivités locales, le grand perdant, ce sont les régions, puisqu'elles ne disposent plus aujourd'hui d'aucun pouvoir fiscal direct. Eh bien aujourd'hui, on a des collectivités locales qui ont un très faible pouvoir fiscal, en tout cas bien moindre qu'au début de la décentralisation. Les régions ne l'ont plus, les départements en bénéficient encore pour la taxe sur le foncier bâti, c'est-à-dire lorsque vous construisez un bâtiment, qu'il soit d'habitation, qu'il soit pour une entreprise, et le bloc communal en bénéficie encore pour ce qu'on appelle la taxe d'habitation, c'est-à-dire lorsque vous résidez sur un endroit. On se trouve donc aujourd'hui, en ce début des années 2010, avec une fiscalité d'entreprise qui est prélevée au niveau de l'État et redistribuée dans les collectivités locales, et une fiscalité liée sur les particuliers pour habiter et les particuliers et les entreprises pour posséder un bien immobilier qui nécessite d'être réformée pour que, selon certains, les collectivités aient plus d'autonomie et pour d'autres, pour que cet impôt soit réparti de façon plus juste sur les territoires. Et ça serait donc la conclusion. Un bon impôt est un impôt qui est juste, qui est un impôt qui est accepté et qui est un impôt lisible.